Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on débriefe la première étape du Tour de France. On partait de Brest pour aller du côté de Landerneau, 197 km 800 précisément selon Pro Cycling Stats. C'était une étape qui nous emmenait à travers le Finistère. Oui, je me suis gouré dans la vidéo de présentation, je me suis aperçu quand j'ai fait la deuxième juste derrière. Étape où il y avait quand même 2785 mètres de dénivelé positif selon Pro Cycling Stats. Et étape intéressante parce qu'elle aura des conséquences sur la suite du Tour de France avec les chutes notamment de leaders, mais également d'équipiers. Dans certaines équipes, on a perdu du monde dès ce soir. C'est une étape qui aura des conséquences peut-être un petit peu quand même du côté du général, parce qu'on a quand même un coureur qui a 12 secondes d'avance, voire 18 sur la plupart des leaders, et que ça c'était pas forcément prévu ce matin dans les briefings, qu'un coureur arriverait à faire la différence comme ça dans la dernière difficulté du jour, et c'est un petit peu inquiétant parce que ce coureur là pourrait faire également la différence demain aussi. Et puis ça aura des conséquences physiques pour la plupart des coureurs. Ce qu'on avait vu notamment à Nice l'année dernière, c'était une étape très tendue, deux énormes chutes sur cette étape, la dernière, en plus dans le final de l'étape, donc ça a eu des conséquences. Beaucoup de coureurs ont perdu du temps aujourd'hui. On va revenir sur tout ça et tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Julien Alaphilippe, le vainqueur du jour. Première victoire française sur le Tour de France. Dire que moi j'ai connu des Tours de France où on attendait les 3 derniers jours pour avoir une victoire française, voire des fois on n'en avait pas. Notamment à l'époque où il y avait ce maillot-là qui traînait aux avant de peloton avec Valverde, pour tous ceux qui ont connu les tours dans les années... je crois que 2008 notamment, je sais pas si c'est pas la première victoire d'étape, c'est pas Chavanel, lors de l'étape 19 à l'époque. Il faudrait vérifier, mais je crois que le Tour 2008, la première victoire arrive très tardivement. Et moi j'ai connu des Tours de France où les Français, on était contents quand ils faisaient 5e d'une étape, dans les années 2000. Donc voir un Français maillot jaune dès le premier jour, c'est vrai que ça réconforte toujours un petit peu quand on a connu cette période parfois un petit peu sombre du cyclisme. Du côté de Julien Alaphilippe, très belle étape de sa part. Il n'y a pas grand chose à dire quand il met son kick. Quand il part derrière Driss de Venin, je me dis il va peut-être pas tenir, parce que j'avais vu l'arrivée de la course féminine, je l'ai pas vu en intégralité parce que pour tout vous dire j'ai acheté du ciment et j'ai vu l'arrivée de l'épreuve féminine. J'ai vu les 10 derniers kilomètres, même pas, je crois que j'ai vu les 5 derniers, et j'ai vu que Vollering avait gagné en venant de l'arrière un petit peu, et que c'était dur de tenir, surtout dans la portion un peu plus plate de la montée. Et là, du côté de Julien Alaphilippe, il part de très loin, il part à 2,5 km, et pourtant derrière, il arrive à tenir. Avec, c'est vrai, Roglic et Pogačar qui se sont regardés. J'ai senti que Pogačar n'était pas impérial aujourd'hui, après c'est que mon avis. Alors que Roglic, j'ai senti pas mal sur cette étape. Et puis ensuite, une fois qu'il part à 2,2 km de l'arrivée, tu sens que personne ne pourra le reprendre aujourd'hui. Donc très très belle victoire de la part de Julien Alaphilippe. Je vais continuer du côté des Français avec un autre coureur que j'ai bien aimé, c'est Pierre Latour. Alors même s'il perd un petit peu de temps aujourd'hui, j'ai bien aimé, parce que c'est vrai que les Total Energy, je leur ai souvent reproché d'être attentistes, d'emmener des équipes qui n'étaient pas terrible, et c'est vrai que j'avais dit notamment dans des parts fictifs que je trouvais que l'équipe était un peu mieux conçue cette année. Et là ils ont osé, mais ils ont attaqué intelligemment du côté de Pierre Latour. Il fait une attaque comme il avait fait à Mur de Bretagne il y a 3 ans. Je vous en parlerai de cette étape demain, où il était parti également dans le final. C'est un coureur qui a quand même des qualités de puncher, Pierre Latour. Alors, c'est pas forcément le plus impressionnant de ce côté-là, mais c'est un coureur qui... même pas forcément des qualités de puncher, je pense qu'il a une bonne résistance à l'acide lactique. C'est quelqu'un qui est capable de produire un effort maximal pendant très longtemps. Et du côté de Pierre Latour, aujourd'hui, il a tenté, alors il perd un peu de temps aujourd'hui, il perd... 23 secondes sur Alaphilippe sans compter les bonifications, il perd une dizaine de secondes on va dire sur des Roglic et autres, mais pour un mec qui de toute manière visera quand même la 9e ou 10e place du classement général, c'est pas grand chose comme perte, on va pas se mentir. Le 10e du classement général, il sera à 10 minutes. Je le dis assez souvent, c'est à peu près 10 minutes pour le 10e du classement général.
Donc perdre 10 secondes aujourd'hui, c'est pas énorme. Et puis de toute manière, du côté de Pierre Latour, je pense qu'il y a quand même un objectif de victoire d'étape chez Jean-René Bernaudot cette année. Oui, j'ai bien aimé son attaque. Il va falloir oser de toute manière. Ce sont pas les favoris dans cette équipe. Il faudra oser du côté de Pierre Latour. Donc ouais, j'ai bien aimé aujourd'hui son étape. Voilà, et puis ce qu'a fait Total Energy aussi pendant la journée, je trouve que voilà, l'échappée il fallait la prendre aujourd'hui. Alors même si du côté de Christian Rodriguez on s'est un petit peu regardé, il fallait prendre l'échappée aujourd'hui, ils l'ont prise. Derrière, ils se font quand même, j'ai l'impression, peu avoir par les chutes. Moi j'ai pas vu Pierre Latour ni de l'aparté pris dans une chute aujourd'hui, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils étaient bien placés. Or, d'habitude, c'est une équipe qui se plaçait très très mal dans le peloton. À part Turgis qui à un moment a attendu 20 minutes son vélo. Je sais pas ce qu'il branlait à ce moment-là du côté. Dans la première chute, il a attendu longtemps son vélo. Mais je trouve que c'est une équipe qui a été intelligente aujourd'hui. Du côté des Français qui s'en sont bien sortis, David Gaudu est dans le groupe Jack Haig comme Nero Quintana. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les équipes françaises. On va parler des coureurs qui se sont un petit peu ratés aujourd'hui. Alors j'ai pas mis Anthony Turgis, mais il finit 27ème, mais en sachant qu'il a attendu longtemps son vélo. Moi je vais commencer avec Guillaume Martin qui finit à 1 minute 59 aujourd'hui. Il est dans le groupe Ben O'Connor notamment, dont on parlera juste derrière, avec Christophe Laporte aussi. C'est dommage pour Guillaume Martin, c'est dommage. J'ai pas l'impression qu'il a été pris par des chutes, mais il y a eu tellement des grosses chutes que voilà, lisez des articles peut-être ce soir, parce que je pense qu'on aura des informations ce soir sur toutes les chutes de la journée. Je suis embêté par une mouche. Guillaume Martin, donc voilà, qui finit 46e de l'étape, 1,59. Certes, il a indiqué qu'il jouait pas le général, mais quand même, je pense qu'il aurait bien aimé être bien classé après 10 jours de course. Guillaume Martin. Et puis ça met toujours un petit coup au moral de finir sur une première étape du Tour de France à 1,59, à 2 minutes, à 2 minutes 20. Tu vois, quand tu perds du temps sur les premières étapes, ça te met toujours un coup au moral et faut repartir. C'est pas toujours facile de repartir mentalement. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu du côté de Guillaume Martin. Et puis Ben O'Connor, lui on l'attendait pour le classement général. Ben O'Connor aujourd'hui 1 minute 59 de perdu. Dans le groupe avec Miguel André Lopez notamment. Ben O'Connor, c'est dommage pour Ben O'Connor, parce que leader normalement d'AG2R, mais pris dans la même chute que la plupart des coureurs AG2R. Du côté de chez AG2R, on n'a pas été épargné par les chutes, notamment Cosnefroy, notamment Van Avermaet, et il est reparti seul, Ben O'Connor, et il n'a pas pu revenir sur les hommes devant. Et ça c'est un petit peu dommageable pour le coureur australien. C'est vrai qu'on l'attendait aux avant-postes. Il était en plus sur une belle dynamique, un beau Dauphiné, un beau Tour de Romandie. Et là, ça casse aussi un petit peu cette dynamique. C'est dommage. Et puis j'espère qu'il n'est pas tombé, surtout Ben O'Connor, parce que là, j'ai un peu moins Enfin, je suis un peu plus inquiet pour les chutes du côté de Ben O'Connor. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, j'ai mis Primož Roglič. Voilà, 14 secondes, des bonifications générales, donc il se retrouve à 14 secondes au général. C'est bien, il colle déjà 4 secondes à Pogačar. On va me dire c'est pas grand chose, oui, mais c'est déjà ça de prix sur une étape où normalement on s'attendait pas à avoir des écarts. Deuxièmement, du côté de Roglič, il n'est pas tombé. Alors son équipe est tombée et on reviendra là-dessus, mais lui n'est pas tombé. Donc je dirais que pour cette étape-là, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Enfin, que pour lui, oui. Bon. Je vais vous expliquer plus tard dans les bonnes dates. C'est un peu... Disons, cette phrase est un petit peu compliquée. Non, mais pour tout vous dire, Roglič, il n'est pas tombé aujourd'hui. Il s'en sort bien sur cette étape-là. Voilà, il s'en sort sans trop de dommages. Son équipe, par contre, on en parlera un petit peu après. Je continue également avec Wilco Kelderman. Là aussi, bonne journée du côté de la Bora. Avec notamment Schelling qui était dans l'échappée. J'ai bien aimé Schelling notamment dans l'échappée. Ça a l'air d'être un coureur assez fun. Parce que, bon, je l'ai déjà vu, Schelling, mais là on a vu le mec enthousiasme un petit peu la foule. Voilà, rend un peu la foule, c'était sympa. Du côté de Kelderman, 5ème, je m'attendais pas à ce qu'il soit 5ème ce soir. Alors, on sait que c'est un coureur qui est quand même assez puissant. Mais c'est déjà une bonne nouvelle pour Kelderman. Les gens m'ont l'air d'être plutôt pas trop mal. Pour un coureur qu'on a quand même pas énormément vu depuis le début d'année.
On l'avait vu, ça n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas des résultats catastrophiques, Kelderman, notamment sur le Pays Basque. C'est intéressant. Il était, je crois, aussi sur le Tour de Romandie, je crois me rappeler, Kelderman. Mais ça aurait pu être mieux, quand même, en termes de résultats. Et là, les jambes ont l'air d'être plutôt pas mal. Il finit quand même devant Pogačar. Donc, dans un petit sprint en groupe, c'est pas mal. Il finit juste derrière Jack Haig. Il est dans le groupe des leaders. C'est vraiment une bonne journée pour Kelderman, je trouve. En plus, on a vu les limites de Sagan aujourd'hui. Alors Sagan, il a été embêté par les 2 chutes. J'ai l'impression, il finit à 3 minutes aujourd'hui, Sagan. Mais encore une fois, quand je vous disais plutôt, on va réussir à faire sortir une phrase en français, que Sagan n'était pas pour moi un leader pour le maillot vert. J'ai dit dans les commentaires notamment, et que pour moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part de Peter Sagan. Bah là, on en a un petit peu la confirmation. On l'a quand même rarement vu aux avant-postes, Sagan, aujourd'hui. On l'a plutôt vu à l'arrière du peloton. Et je pense que donc Kelderman est dans une situation de position de leadership dans cette équipe Bora. Ce qui est assez rare du côté de la Bora. Ces dernières années sur le Tour de France, même quand il y avait Maïka notamment, le leader, c'était Sagan. Là, j'ai l'impression que Kelderman a ses chances et qu'on lui confie un petit peu les clés du camion, peut-être plus facilement parce que Sagan, on sait qu'il est en partance, peut-être pour Total Energy, peut-être pour d'autres équipes également. On pourrait parler de la Cofidis notamment. On continue du côté des coureurs au top avec le dernier du jour. C'est Geraint Thomas. Pourquoi ? Parce que Geraint Thomas, il finit 10e à 18 secondes, là également dans le bon groupe, mais surtout que la situation s'est un petit peu décantée quand même du côté d'Ineos, notamment avec Richie Porte qui a perdu du temps, même Carapaz a perdu un petit peu de temps, alors pas énorme, il se retrouve dans le groupe à 23 secondes. Goggenhardt aussi a perdu du temps aujourd'hui, je sais même pas où il est, Goggenhardt. T'es pas dans un bon jour. Enfin, je vous avais dit, pour moi, c'était pas un leader, Goggenhardt. Eh bien, je le vois même pas dans le classement, donc il est au moins à plus de 3 minutes 40. Goggenhardt, il a dû être pris par les 2 chutes. C'est une bonne nouvelle pour Geraint Thomas. Maintenant, c'est devenu le leader avec Carapaz. On a la hiérarchie, je pense que Richie Porte aura du mal à retrouver une place de leader, à part s'il fait un énorme contre-la-montre à Laval. Mais c'est une bonne nouvelle pour Geraint Thomas, parce que c'est vrai que la situation chez Ineos, on sait qu'ils emmènent une Dream Team, est un petit peu compliquée, pas forcément à son avantage en plus. Et ben là, du côté de Geraint Thomas aujourd'hui, on en sait un peu plus sur la hiérarchie de cette équipe. Alors grâce aux chutes, on va dire pour lui. Mais quand même, c'est un petit peu une bonne nouvelle pour Geraint Thomas, surtout qu'il a quand même eu des bons résultats, notamment sur le Tour de Romandie. Alors c'est vrai que sur le Dauphiné, il était un peu plus en difficulté, mais parfois vous avez des coureurs qui ont du mal à récupérer d'un gros stage en montagne. Et du côté de Geraint Thomas, on sait que le contre-la-montre, ça va l'aider quand même par rapport à un Carapaz. Donc c'est une belle journée parce qu'aujourd'hui, il aurait pu se retrouver un petit peu en difficulté, Geraint Thomas, sur les débuts de grand tour. Surtout que c'est quand même un coureur qui tombe de temps en temps, Geraint Thomas. Et là, il s'en sort sans bobo. Et en plus, dans le bon groupe, il perd pas de temps et ses équipiers adversaires, on va dire, chez Ineos, s'en sortent un peu moins bien. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence par Richie Porte. Richie Porte aujourd'hui, une perte de temps. 2 minutes 26 pour Richie Porte, c'est même pas une 59, c'est 2,26, 65e. C'est pas une bonne nouvelle pour Richie Porte. Ça je peux vous le dire, parce que je pense qu'il était en bagarre avec Goggenhardt. Il finit à 5,43. Voilà, je viens d'avoir le résultat. Richie Porte, il était un petit peu en adversité, on va dire, pour moi, avec Geraint Thomas. Et là, il y en a un qui a pris quand même un petit avantage aujourd'hui par rapport à l'autre. De 26, ça va pas être facile déjà à remonter. C'est une perte de temps assez importante pour une première étape de Tour de France. Embêté par la deuxième chute. Je sais pas si c'était le cas par la première, Richie Porte, mais c'est quand même une très mauvaise journée pour lui. Je continue avec Christopher Froome. Christopher Froome qui est arrivé, je sais même pas. Attendez, je vais reprendre mon petit classement avec Israel Startup Nation. Christopher Froome qui est arrivé 171e à 14 minutes 47 avec Goldstein et Hollenstein.
C'est pas sûr qu'il reparte demain, très clairement, Chris Froome. Hein. L'épaule avait l'air d'être amochée, et puis on sent qu'il y a eu un énorme coup au moral. Alors déjà qu'il partait pas avec le plein de confiance avant ce Tour de France, qu'on lui a mis un petit peu d'Anne Martin dans les pattes, du côté de la direction d'Israël, parce qu'on sentait bien que du côté de Chris Froome, c'était pas assurance tout risque. C'est quand même une mauvaise nouvelle hein, pour le coureur britannique. C'est une énorme perte de temps aujourd'hui. 14 minutes 47, mais c'est surtout un choc au niveau du moral pour le coureur britannique. Et puis l'épaule, et puis de ce que disait un peu Nicolas G. Je me rappelle, j'embrasse Nicolas G, hein, l'un des pires commentateurs du monde. Il avait l'air de pas pouvoir poser le pied par terre. Donc là, quand vous êtes dans ce genre de situation, demain, je pense pas que ça ira beaucoup mieux. Et du côté de Chris Froome, faire tous ces efforts-là pour abandonner dès le premier jour, c'est terrible. Et autant j'étais assez critique avec Chris Froome ces derniers temps, notamment, critique, c'est-à-dire que critique par rapport à son niveau de performance, par rapport à ce qu'il envisageait. Autant là, ça me fait quand même de la peine parce qu'il y a eu des efforts pour arriver sur ce Tour de France, qui s'est retrouvé quand même à des moments pas loin de pas être dans cette équipe Israël. Et là, c'est terrible, quoi. Et maintenant, il y a la malchance qui arrive. La malchance ou le mauvais placement. C'est vrai qu'une chute, dans un peloton, c'est pas toujours la malchance, c'est aussi le mauvais placement. Et là, c'est quand même pas top pour lui. Et puis, du côté d'André Lopez aussi, on perd du temps aujourd'hui. Du côté de la Movistar, mais je passe assez rapidement. Du côté de la Jumbo, beaucoup de coureurs sont tombés. Ça, c'est une mauvaise nouvelle dans la première chute du peloton. Notamment Tony Martin. Là aussi, on peut avoir des inquiétudes quant au retour de Tony Martin du côté de la Jumbo Visma. Alors, Sepp Kuss aussi, hein, qui a perdu du temps, qui est un petit peu sur le monde avec Tennyson. Les trois finissent 176e, 177e et 178e de l'étape sur 183 coureurs parce que Sacha Söderling est tombé. Mais c'est vrai que pour l'Armada Jumbo aujourd'hui, ça a été une mauvaise journée avec la chute également de Wout van Aert. C'est quand même un petit peu une mauvaise étape pour la Jumbo et ça fait de la main d'œuvre en moins pour Roglic. Alors certes, Roglic n'est pas tombé, mais du côté de son équipe, on est énormément tombé et c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et puis je vais terminer avec un petit coup de gueule. Le bonnet d'âne du jour, on va dire, c'est cette spectatrice qui a décidé de faire sa pub avec une pancarte. Je sais pas ce qu'elle a décidé de faire. C'est absolument inadmissible. Quand on vient sur le Tour de France, c'est pour regarder la course, c'est pas pour être dos à la course. Déjà, c'est un respect envers les coureurs, parce que c'est quand même un sport qui est assez difficile, le cyclisme. Et qu'il y a plein de gens qui aimeraient être spectateurs et être mieux placés, parce qu'elle était tout devant, il y a des gens qui étaient un petit peu derrière, c'est-à-dire qu'elle a pris les places des gens qui auraient pu se mettre un peu plus devant, et peut-être d'un enfant qui aurait pu récupérer un bidon à ce moment-là, ou qui aurait pu récupérer des cadeaux de la caravane publicitaire, notamment. Ce que je trouve ça inadmissible. Si tu viens pas faire ta pub sur le Tour de France, si tu viens faire ta pub sur le Tour de France, t'achètes un emplacement sur la caravane publicitaire. Tu fais pas chez le monde. Là, c'est inadmissible ce qu'elle a fait cette personne. Et il y a un moment, il va falloir réfléchir, parce qu'on critique énormément les organisateurs. Moi, le premier, on critique aussi l'UCI. Il va falloir quand même... on peut pas mettre des barrières partout. Alors, je sais pas si cette personne sera accusée de mise en danger de la vie d'autrui. Mais j'espère vraiment, parce que là, ce qu'elle a fait à Tony Martin, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Tu ne perturbes pas la course à ce niveau-là. Est-ce qu'il va falloir interdire les pancartes sur le bord des routes, ou est-ce qu'il va falloir interdire certaines personnes d'aller sur le bord des routes, c'est-à-dire interdire des personnes d'être spectateurs quand ils se comportent mal sur le bord des routes, quand il y a des fumigènes un peu partout et que ça gêne la visibilité des coureurs, quand vous avez des mecs qui courent le long des coureurs. Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir sévir du côté du CI, interdire à des personnes d'accéder aux courses, parce que là, la chute, elle a quand même occasionné des dégâts considérables. C'est l'abandon de Sacha Söderling, peut-être une grosse blessure pour Söderling. Moi, j'aimerais que cette personne qui a un règlement, vraiment qu'on réfléchisse à comment faire
pour sanctionner, parce qu'à un moment, il va falloir aussi sanctionner le mauvais comportement des spectateurs. Alors c'est bien d'avoir de la ferveur autour des routes, ça je suis pas contre. Par contre, de mettre en danger les coureurs, ça je trouve ça assez inadmissible, et cette personne pour moi est vraiment la personne stupide de la journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on regardera l'étape, présentation de l'étape du côté de Mur de Bretagne. 2 passages à Mur de Bretagne, on partira de Perros-Guirec, on ira notamment du côté de Saint-Brieuc, on ira pas très loin de la ville de naissance de Bernard Hinault. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, on fera le débrief de cette étape demain soir, de cette étape numéro 2, la présentation demain 7h30, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.